Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Jacky Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Michel Pouzol, ancien député, membre de Génération.s. Bonjour. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour Kevin. Et avec nous également Thomas Porte. Bonjour, conseiller politique, auteur du livre Au cœur de la haine aux éditions Arcane 17. Bonjour à vous Thomas également. Bonjour. Emmanuel Macron à la télévision ce soir vers un tour de vis supplémentaire. On parle d'un couvre-feu, 20h, 22h, dans des endroits très spécifiques. On va y revenir. Pourquoi d'ailleurs s'exprime-t-il? Aveu de faiblesse de tous ceux qui l'entourent peut-être. Et puis plan contre l'homophobie. Faut-il former les enseignants? C'est ce qui est prévu en tout cas par un très grand plan. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Michel, on va commencer avec vous, Michel Pouzol. Oui, un sujet qui pourrait être un peu léger, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je viens de voir que des fromageries belges, très connues historiquement pour leurs produits phares, la vache qui rit, décidaient de faire des produits, des vaches qui rient, excusez-moi pour la marque. Et des Babybel. Et les Babybel, c'est aussi une marque, mais sans lait du tout. Pour les véganes, si j'ai bien compris. Alors, j'avoue que on pourrait trouver ça anecdotique et plutôt amusant, mais c'est pas que amusant parce que c'est l'exemple type de proposition anti-environnementale absolue, puisqu'ils vont remplacer le lait, je crois, par du soja et de la noix de coco. Donc là, je vois pas pour la planète ce qu'on va y gagner, puisqu'il y a des transports et plus longs. nutritionnellement parlant, c'est assez mauvais le gras. Je suis pas sûr que la vache qui rit ait été nutritionnellement parlant. Si, c'est pas mal. C'est pour ça, j'en ai mangé beaucoup dans mon enfance. Le docteur Cohen nous avait dit que c'était un des produits. Ça va bien profiter en tout cas. Mais en tout cas, c'est un produit phare. Je crois qu'il y avait une époque où on disait que les gens n'allaient plus dans les supermarchés s'il n'y avait pas 3 produits qu'ils ne retrouvaient pas, c'est-à-dire une boisson américaine gazeuse avec cola, la vache qui rit et je ne sais plus quel était le 3e produit. Donc c'est un produit phare de la consommation française. J'avoue que le greenwashing à ce niveau-là, c'est quand même un peu n'importe quoi. Mais pourtant, le groupe Bell dit que ce sont des propositions qui seront moins émettrices de gaz à effet de serre. On sait que les protéines animales les protéines animales sont très très gourmandes en CO2, c'est ce qu'ils disent. Alors ils vont végétaliser leur gamme. Il y aura également un boursin 100% végétal à base de graisse issue de la noix de coco et du colza. Donc écoutez, je ne sais pas. Moi je préfère mes vaches laitières d'Auvergne, excusez-moi. Mais c'est vrai qu'il y a... C'est Sophie de Menton hier qui faisait remarquer, je l'ai entendu à la radio, cette publicité pour une crème à base de collagène vegan. Il y a ce que vous appelez du greenwashing, c'est-à-dire que ce marketing écologique qui fait vendre. Je pense d'autant qu'on a des enjeux. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que c'est plus du good washing. On est à une espèce de surenchère de qu'est-ce qui est bien. Je vous donne un exemple. Quand on parle de bio, on ne parle jamais de commerce équitable. Le commerce équitable, qu'est-ce que c'est on demande aux multinationales d'arrêter, d'appauvrir, par exemple, les producteurs de café au fin fond de l'Amérique du Sud, et donc on met en place un prix équitable. Mais le bio et le commerce équitable, les gens ont l'impression que c'est la même chose, alors que ça n'est pas du tout la même chose. On peut faire bio et en même temps exploiter des travailleurs immigrés au fin fond de l'Espagne en faisant des tomates dites bio. Donc en ce moment, une espèce de good washing, on ne sait plus ce qu'il faut véritablement choisir. On achète une voiture électrique et on s'aperçoit, quand on lit le livre de Guillaume Pitron, que en fait d'extraire des terres stratégiques ou terres rares pour faire des voitures électriques, c'est encore pire. Donc c'est de good washing, on ne sait plus ce qui est bien et on ne sait plus où donner de la tête. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à la fin, on va se refermer, on va retourner dans notre grotte platonicienne et on va décider de notre message et on va se foutre de tout le reste. C'est un peu ce qui m'inquiète. Et puis après, cher Michel, la vache qui rit n'a jamais été un fromage, donc pour vos vaches auvergnates que nous aussi on adore, soyez rassurés, on trouvera d'autres débouchés. Je voulais juste rebondir sur les circuits, idem pour les circuits courts. Les gens pensent que circuit court, ça veut dire producteur local. Pas du tout, ça veut dire c'est le nombre d'intermédiaires entre le consommateur et le producteur qui diminue. Ouais, voilà, on peut acheter en circuit court et acheter des produits qui viennent de Pologne. Et alors là, effectivement, du bio polonais en circuit court, ça pose quelques questions. Non, mais il y a aussi beaucoup de producteurs qui se sont mis à livrer en produits courts. Thomas, vous voulez intervenir sur ce fromage? Je pense qu'il faut faire attention, ça a été dit, derrière la question du bio, on met aujourd'hui un peu tout et n'importe quoi dans une espèce d'opération de communication pour dire que si on fait du bio, c'est forcément bien, mais quand on regarde à la fois les conditions sociales des salariés qui produisent du bio
Et ce qu'il y a à l'intérieur, il faut être hyper vigilant. Et je crois qu'on a tendance aujourd'hui à mettre tout sous cette appellation marketing qui est bio. Mais effectivement, entre des circuits courts de proximité avec une agriculture raisonnée qui permet aux paysans de vivre et les circuits courts avec un intermédiaire, mais qui vient quand même de Pologne, il y a quand même des différences. Et aujourd'hui, on mélange un peu tout et ça permet à certains de justifier l'injustifiable. Ouais. Oui. Et puis aujourd'hui, le bio est devenu un critère de distinction sociale. Moi, j'habite au Batignolles, dans le 17e, où je vois tous ces bobos aller sur les marchés en me disant il faut manger bio, c'est l'avenir, c'est le respect de l'environnement. Alors, ils disent je mange bio. Alors, c'est des choses qui sont absolument dégueulasses. Hein, les fromages bio, même les fruits bio, parfois, n'ont absolument aucun goût. Mais eux, ils adorent ça parce que ça leur permet de se dire je suis en haut de la société, j'ai les moyens d'acheter bio et c'est super. Et regardez ces pauvres petits ouvriers qui conduisent encore une voiture diesel. Ben, c'est une honte. Voilà, nous sommes le modèle de la société, nous sommes les bobos, imitez-nous, nous sommes les meilleurs. C'est insupportable. Alors juste, nos auditeurs disent attention, le véganisme n'a rien à voir avec l'écologie. Le véganisme, c'est l'éthique de l'humain. C'est l'éthique que l'humain doit avoir sur l'animal. Effectivement, il ne faut pas tout mélanger. Et effectivement, aussi, quelqu'un hier parlait de bacon végétal qui avait le goût du bacon, mais qui n'en était pas. Il y a quand même beaucoup de véganes. Et vous regarderez un excellent documentaire sur Netflix là-dessus qui s'appelle The Game Changer, qui explique aussi que si on réduit le nombre d'animaux, eh bien, ça a un impact écologique très important. Bon, on ne va pas s'en sortir. Non, loin de moi l'idée de vouloir supprimer les vaches de Michel, mais effectivement, plus on en a, moins ce serait bon pour la planète. Thomas Apporte, votre coup de gueule. Moi, c'est sur la politique du logement en France, puisqu'on a vu quand même que le confinement exacerbait cette question-là, et on a vu que vivre le confinement dans des logements qui étaient trop petits, insalubres, était très compliqué pour des milliers de familles. On a quand même aujourd'hui en France 2 millions de ménages qui attendent un logement social et à peu près 5 millions, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, qui sont en situation de mal logement. On a un plan de relance qui prévoit 0 € pour la construction de logements en France. On a aujourd'hui l'État qui va ponctionner Action Logement, donc qui est une structure qui est financée par l'argent des salariés, puisqu'on a, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ils versent une part de la masse salariale pour construire des logements sociaux. Et ça, l'État va aussi le ponctionner pour son budget 2021. Donc c'est absolument scandaleux. On a aujourd'hui besoin de construire dans ce pays et le gouvernement ne peut pas prétendre résoudre une crise et ouvrir des perspectives sans pointer la question du logement, qui est aujourd'hui quand même une des préoccupations majeures. Oui, Michel. Il y a même pire sur l'Action Logement, puisque il y a un projet de loi qui est en train de circuler, qui vise à exonérer les entreprises qui doivent verser, je crois, 0,47% de la masse salariale pour loger leurs salariés. C'est le 1% logement. Voilà, c'est le 1%, c'est le 1%, mais justement d'exonérer les entreprises de le faire, c'est-à-dire qu'on est en train de tuer l'Action Logement. C'est vraiment un vrai danger. Alors moi, vous le savez, c'est un sujet qui me concerne beaucoup. Moi, je travaillais en Seine-Saint-Denis pendant le confinement. C'était la double peine, voire la triple peine, parce que c'était aussi les gens qui venaient travailler, nettoyer quand même encore les bureaux, etc., qui prenaient la ligne 13 du métro, qui était saturée, y compris pendant le confinement. Donc il y a un impact social incroyable. Et sur le logement, alors vous le savez, moi j'ai connu la rue, quasiment la grande précarité, donc je sais ce que c'est d'attendre 5 ans en logement social et de passer par tous les logements d'urgence. Ça devrait être une priorité nationale et changer. Il faut aussi changer. Chez nous, moi je suis d'accord, je trouve très bien comme coup de gueule, il faut changer la mentalité vis-à-vis du logement. Le logement en France ne doit plus devenir un facteur d'investissement, ça doit plus être un facteur de patrimoine, mais revenir au bon sens. Le logement, c'est pour se loger et pour loger les gens. Et tant qu'on sortira pas de cette logique de spéculative sur le logement... patrimoine et logement, c'est pareil. Il y a une spéculation très forte. Je vais vous prendre un exemple au Canada, très rapidement. Au Canada, quand je suis allé au Canada la première fois, j'ai discuté avec des gens qui me disent, à 20 ans, on se met en couple, on achète sa première maison. Quand la famille s'agrandit, on vend la première, on en achète une plus grande. Et quand les enfants décohabitent, eh bien, on vend la plus grande pour en acheter une plus petite pour nous et aider les enfants à racheter la première. Et dans aucun cas, l'idée de transmission ou de patrimoine de construction n'est en lieu. Aujourd'hui, on a un patrimoine immobilier en France qui est bloqué
sur 3 générations par des gens qui ont 90 ans, qui ont des logements qu'ils vont léguer à leurs enfants de 65 ans, qui eux-mêmes ont des enfants déjà de 40 ans. Le marché du logement n'est pas le même au Canada. Non, mais le foncier surtout. Il y a un vrai problème sur le foncier. Mais si on ne sort pas de cette logique française, alors je pense que le logement, on tournera en rond et il faut vraiment casser les murs, si je puis dire. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Je veux dire, à partir du moment où ils achètent un logement, c'est quand même une fierté, notamment pour eux, de le transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. C'est les politiques incitatives. Mais pas du tout. Les gens font... Non, mais on retrouve le socialisme dans tout sa splendeur, où on dit aux gens ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils ne doivent pas acheter, pourquoi ils doivent acheter ça, pourquoi ils ne doivent pas acheter ça. Moi, je suis désolé. Mes parents sont ouvriers. Mes parents sont ouvriers. Ils ont acheté une maison et leur fierté, c'est de m'avoir payé des études et c'est de me transmettre cette maison une fois qu'ils seront morts. C'est ça le but de leur vie. C'est pourquoi ils ont travaillé toute leur vie. Donc, qu'est-ce que vous allez leur dire? Que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais c'est ce que vous êtes en train de dire. Je dis que les politiques incitatives à l'achat de la pierre et à la spéculation sur la pierre doivent être cassées. Les lois Robien qui ont fait de la défiscalisation dans la pierre doivent être arrêtées et qu'il faut revenir à une aide structurelle. Quand je vous dis, moi, mes parents ont acheté une maison, effectivement. Mes parents, aujourd'hui, ont 75, 80 ans. Moi, j'en ai bientôt 60. Je veux dire, je n'en aurais pas besoin. J'en aurais eu besoin à 20 ans, peut-être, comme vous le dites, pour payer vos études. Voilà, c'est ça qui, aujourd'hui, est en train de se bloquer dans le système français. Donc, la mentalité doit changer. Je dis pas... c'est pas... pour rejoindre ce que disait Thomas Porte, c'est aussi une politique gouvernementale. Mais bien sûr, c'est ce que je dis, c'est ça. Oui, mais là, vous ciblez l'individu. Non, globalement, je dis, c'est les politiques incitatives qui mènent à cette absurdité. Moi, je comprends l'exemple de Michel et je comprends la position de Kevin. Juste pour aller sur un point économique, le Conseil d'analyse économique a fait plusieurs rapports pour dire en France, on a une incapacité à évaluer ce qu'on peut faire avec le logement pour, par exemple, anticiper la grande précarité des personnes âgées. Aujourd'hui, on est très mauvais, par exemple, pour utiliser le viager. Pour des gens qui ont des petites retraites, d'augmenter leur retraite et de remettre sur le marché des logements qui permettront à des familles de l'acheter moins cher et de le transmettre ensuite. On ne sait pas très bien faire. Et de ce point de vue-là, effectivement, en respectant ce que vous avez dit qui est tout à fait logique et en allant dans votre sens de dire c'est un patrimoine, ça peut être garanti par les banques, l'État peut valoriser ça et on le fait pas très bien de ce point de vue-là, ça a été souligné par plein d'organismes économiques. Incroyable où Paris était une capitale les moins chères du monde il y a quelques années et aujourd'hui c'est la deuxième ville la plus chère du monde après Hong Kong. Et on a vu des personnes âgées être taxées à l'ISF parce qu'ils avaient un appart, ils avaient acheté une misère il y a 50 ans et qui valait 2 millions. Quand vous allez à Londres, vous êtes propriétaire d'usage, ce qu'on appelle un propriétaire d'usage. Vous achetez pour 90 ans, ça s'appelle. Ça s'appelle un bail amphithéotique. Il y a des alternatives à trouver, je pense. On fera un autre débat sur le sujet. Alors, Kevin. Oui. Donc, moi, c'est un coup de gueule, notamment contre la propagande anti-Trump que l'on constate en France. Donc, il y a quelques jours, on a appris que Trump était positif au coronavirus. Donc, moi, je suis allé sur Twitter et qu'est-ce que j'ai vu? Évidemment, des gens lui souhaiter la mort ou se réjouir qu'il soit malade. Je pense notamment à l'ancien président de la LICRA, Alain Jakubowicz, qui a dit que c'était carrément un don du ciel que Trump soit malade. Enfin, moi, je trouve ça profondément scandaleux. Et quand on allait voir derrière ces profils, on voyait que c'était des macronistes, bon teint, bon genre. On voyait que c'était des gens d'extrême gauche qui détestent notamment Donald Trump. Donc là, on a vu en réel ce qu'étaient que ces gens du camp du bien, des gens qui se réjouissaient de la maladie des autres et qui souhaitaient même la mort de leurs adversaires politiques. Or, moi, je suis désolé, Trump, c'est quelqu'un qui a été élu démocratiquement. Quand on est un démocrate, on doit accepter le suffrage des urnes. Et puis, quand on regarde les sondages américains, on se rend compte que Trump est encore très populaire. Il y a une bonne partie, notamment des Américains, qui aiment ce président et qui veulent le garder. Et puis, quand on s'intéresse à son bilan, on se rend compte que c'est un bon bilan. Je veux dire, quand on s'intéresse à ce qu'il a fait avant la crise du coronavirus, on a vu qu'il a baissé considérablement le chômage grâce à une politique de baisse d'impôts. Même là, les États-Unis résistent très bien, notamment à la crise économique, puisqu'au printemps, il y a une destruction de 22 millions d'emplois. Ils en ont déjà rattrapé moitié, c'est-à-dire 11 millions. Et puis Trump, c'est quelqu'un qui applique ce qu'il a dit. Je veux dire, il a dit quelque chose dans sa campagne. Il le fait, par exemple, sur l'immigration. Il a protégé les États-Unis de l'immigration, notamment pour lutter contre le terroriste islamiste ou pour protéger les emplois américains. Et c'est un vrai patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays, contrairement à Macron, qui n'a aucune
aucune conscience patriotique, qui gère la France comme il dirigerait l'Algérie ou comme il dirigerait l'Allemagne. Donc voilà, moi je trouve qu'on aurait tort notamment de croire que Trump va perdre, hein, quand j'entends tous ces éditocrates, les Thomas Negaroff, les Nicole Bacharan qui sont tous anti-Trump, qui nous racontent que Trump va forcément perdre. Moi je pense qu'il ne faut pas dire cela, parce que je pense qu'il est aujourd'hui favori, parce qu'il est soutenu par une bonne partie du peuple américain. Donc stop au Trump bashing et essayons de respecter la démocratie et respecter l'opinion des Américains. En tout cas, Joe Biden, lui a souhaité un prompt rétablissement et ne s'est pas moqué comme Trump l'avait fait à l'époque. Je vous rappelle lui-même à propos d'Hillary Clinton quand elle avait été malade. Bon, le seul point où je rejoindrais Kevin, c'est de dire, je pense qu'en Europe, on continue de se tromper sur le fait que Obama a été un président favorable à l'Europe. Voilà, les présidents démocrates, et Joe Biden le sera, même s'il est très sympathique et qu'on respecte son parcours, et on a beaucoup de peine en voyant tout ce qui lui est arrivé, mais ces présidents-là ne favorisent pas la constitution, par exemple, d'une défense européenne qui va devenir indispensable, ne favorisent pas la constitution d'une Europe qui doit se prendre en main, qui doit créer des outils pour lever de la dette. Ça, Trump, il est tellement irritant qu'il nous force à le faire. Alors que les démocrates, ils sont lénifiants. On va leur élever des statuts, alors qu'en fait, ils desservent les intérêts de la construction européenne. Donc vous avez des bravos, mais vous avez aussi un auditeur, Kevin, qui dit votre chroniqueur pro-Trump oublie la déstabilisation de la planète par son champion. On oublie 200 000 morts du Covid. Barack Obama a déstabilisé la planète également. Par quelqu'un qui a dit, c'est pas très grave. Moi, il y a quand même une chose, moi je ne souhaite pas la mort ni la maladie à personne, mais enfin, quand je vois Trump, Bolsonaro au Brésil et Johnson en Grande-Bretagne, si il fallait une preuve, par exemple, que les mesures de distanciation sociale sont efficaces, ces trois-là, qui ne les ont pas respectées et qui n'ont pas cru au Covid, en tout cas d'en choper tous les trois. Donc au moins, c'est la pédagogie par l'exemple à l'inverse, quoi. C'est vraiment le crétinisme absolu à la tête de pays. Je ne suis pas un fan absolu de Trump, simplement j'aime bien qu'on respecte le choix des peuples et qu'on respecte la démocratie. C'est la même chose, notamment avec Orban. Je vous rappelle qu'il était deuxième au nombre de voix. La vérité, c'est qu'aux États-Unis, c'est le système qui est particulier. Aux États-Unis, il était second. Aux États-Unis, en France, il n'aurait pas été élu. Oui, mais Anne Hidalgo aussi, elle n'a pas fait le s'il n'y avait pas eu cette crise du coronavirus, la vérité, c'est que les démocrates seraient au fond du trou. Et en effet, il y a peut-être un problème de Trump sur la gestion du coronavirus, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avant. Et il représente aujourd'hui ce que pense l'Américain moyen. Thomas Porte, vous pourrez réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et on commente l'actualité. Enfin, on va commencer parce que le tour de table a été un petit peu plus long. Thomas, peut-être vous vouliez dire un mot sur Trump ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'Américains, s'ils écoutent cette émission et qu'ils entendent que Trump a été un parfait gestionnaire de la crise, ils doivent quand même se pincer parce qu'on oublie les milliers de morts. On a vu les fosses communes à New York. Et on a quand même 50% aujourd'hui dans un sondage des républicains qui disent que Trump n'a pas été à la hauteur et il s'est vanté de ne pas mettre le masque, de ne pas prendre des mesures, à tel point que des gens comme le maire de New York sont intervenus en amont pour protéger les populations. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de souhaiter la mort ou la maladie à Donald Trump, simplement de mettre en exergue son comportement et les réalités sur le quotidien des millions d'Américains. Une société qui est fracturée par les inégalités. On avait Obama qui n'était pas le président extraordinaire, mais qui avait mis en place un semblant de protection sociale qui a été détricoté. Et aujourd'hui, des milliers de citoyens américains n'ont plus les moyens de se soigner dans un système qui est ultra privatisé. Donc c'est ça la réalité du bilan de Trump. Et on parle du suffrage électoral et des urnes. Trump a quand même fait 1 million de voix de moins qu'Hillary Clinton aux dernières élections. Donc il faut quand même aussi mettre en avant ce que disent les citoyens américains. Absolument. Alors Jackie, dernier... Bon, pardon, c'est moins sexy, mais aussi c'est très important. Non, j'ai vu hier que dans la presse régionale, on a beaucoup parlé du plan social d'Airbus. Je suis très triste pour ce qui se passe à Airbus et pour les gens qui travaillent. Mais toujours rappeler que derrière ces plans sociaux qui sont très protecteurs, et pour avoir beaucoup fait de communication dans le cadre de crise sociale, je connais parfaitement ces sujets. Et moi, j'ai une pensée par toutes les TPE, les PME, les sous-traitants qui sont derrière, qui sont des petites boîtes qui ne sont pas protégées par les mécaniques de plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'auront pas d'obligation de revitalisation du territoire, et que derrière tout ça, eh bien, ces TPE et PME qui disparaissent en silence, alors moins, parce que sur Sud Radio, par exemple, on en parle beaucoup, mais c'est la dévitalisation des territoires, c'est des centres-villes qui finalement vont faire le tapis de Amazon, de AliExpress,
presse, de tous ces services-là. Faut pas les oublier, et il faudrait que les collectivités territoriales soient en capacité de prendre en compte les impacts de ces grands plans sociaux sur les plus petites boîtes, et notamment dans les territoires. Et je voulais rappeler ça parce que ça fait la une de la presse régionale. Mais Jean-Pierre, Janine, Rachid ou je ne sais qui va larguer sa boulangerie. Ça a beaucoup d'effets et on en parlera quand même beaucoup moins. Ouais. Et Cyril nous dit Airbus a gagné combien avec le CICE Oui, mais ça on sait, les chiffres ont été... C'est un combat politique d'ailleurs d'appliquer... Mais je n'oppose pas les uns les autres, mais je rappelle que derrière il y a des sous-traitants et que ceux-là il faut beaucoup s'en occuper. D'impliquer dans les plans de requalification des territoires les PME et les sous-traitants, c'est un combat politique qui pour l'instant a été perdu par ceux qui le défendent. Moi je fais partie des gens qui disent quand une boîte comme ça licencie massivement, dans le plan de licenciement, on doit prendre en compte l'impact sur les TPME et sur les sous-traitants. C'est une évidence. Sauf qu'aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas dans la législation française. Exactement. Moi, je voulais signaler qu'un policier a encore été renversé cette nuit, un policier de la BAC dans l'Essonne, qui a été percuté par une voiture qu'il voulait contrôler. C'était à Savigny-sur-Orge. Il est aujourd'hui grièvement blessé. C'est encore un délit de fuite. Quelqu'un qui visiblement avait volé une voiture. Et c'est vrai que, une fois de plus, un policier agressé, c'est tous les jours pratiquement qu'on a ce genre d'affaires. Donc, je pense qu'il faut le dire, en parler, que ça ne reste pas caché comme ça l'a peut-être été pendant un petit moment. Donc, plus de 18 blessés par jour chez les policiers, rappelle Frédéric Lagache, le délégué général d'Alliance. Voilà. Un commentaire, non ? C'est inquiétant. C'est vrai que, par exemple, ce matin, j'entendais un syndicaliste d'Alliance qui disait la réponse pénale est inexistante aujourd'hui. Moi, ce que je crains, c'est que les policiers, un jour, en finissent par véritablement se retourner contre ce qui est le reste du bras armé de l'État, c'est-à-dire la justice. Ils sont de plus en plus en colère. Ce syndicaliste disait, quand vous faites un rappel à la loi à un jeune ou à un moins jeune qui agresse un policier, ça n'est pas une réponse pénale. Et de plus en plus, ce message-là irrite les policiers. Un jour, il y aura quelque chose d'hallucinant. Et lorsque les policiers décideront qu'ils ne sont plus protégés par la fin de l'action judiciaire, c'est-à-dire la décision pénale, eh bien notre démocratie pourrait être dans une autre forme de danger. En même temps, je voudrais juste modérer un peu ce propos-là, c'est qu'il n'y a aucun cas en France d'une tentative de meurtre sur un policier, comme c'est le cas aujourd'hui. Ah bon ? Qui n'est pas. Non, laissez-le finir sa phrase. Laissez-moi finir sa phrase, qui n'est pas été suivie d'une condamnation lourde en justice. Il faut pas croire qu'on peut essayer de tuer un policier et s'en sortir tranquillement. Là, le suspect est identifié, il est connu des forces de police, c'est un voleur de voiture effectivement. La sanction pénale va être exemplaire, et heureusement, et c'est le minimum qu'on puisse faire. Ce dont se plaignent les policiers, c'est les petits délinquants. Ça m'arrangerait que ce soit avant le meurtre qu'on les condamne. C'est ça que veulent dire les policiers. Oui, entendu, mais vous savez, quand vous balancez un mortier, vous avez un rappel à la loi. La justice française, elle a ceci de particularité, c'est qu'elle ne condamne pas avant les actes. C'est quand même un truc. Voilà, vous savez, il y avait un très bon film de science-fiction qui s'appelait Minority Report de Steven Spielberg là-dessus, où on prévenait les crimes. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la limite du système. Mais dire que la réponse de justice soit pas toujours à la hauteur de ce qui se passe, notamment dans certains quartiers avec les petits dealers, les incivilités ou les incivilités graves, parce qu'il y a une hiérarchie, c'est une chose. Dire que quand on essaie de tuer un policier, on peut s'en sortir tranquillement en France avec la justice, ça c'est quand même, Dieu merci encore, totalement faux, et il faut que ça reste. Thomas Porte. Je crois qu'on peut être que consterné quand on voit ce genre d'agression. Bien sûr. La condamnation, elle doit être sans appel, elle doit être extrêmement ferme. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas accepter qu'un policier soit agressé dans l'exercice de ses fonctions. Mais c'est de plus en plus, c'est que ça indique, on l'a évoqué évidemment avec l'affaire de Champigny, ça implique aussi, ça indique une défiance vis-à-vis de l'autorité. C'est pas nouveau, des pompiers, des policiers, des enseignants, absolument, et voilà. À Champigny, si je peux ajouter, parce que j'ai quand même travaillé, j'étais chef de cabinet du maire précédent, donc je connais un peu la situation. Ça fait des années que les municipalités se succèdent demandent des moyens et des policiers supplémentaires. Exactement. On en avait obtenu 66 supplémentaires en 2018. Ça fait des années qu'on réclame un deuxième commissariat et l'État nous dit que ça coûte trop cher. Donc il faut aussi
apporter des moyens supplémentaires. Oui. Enfin, je ne pense pas non plus que ça soit une question du nombre de fonctionnaires. La vérité, c'est qu'il y a un laxisme total dans notre société. L'autorité de l'État n'est plus respectée. Si vous mettez 10 000 policiers en plus, je ne pense pas que ça changera les choses. Moi, je le vois notamment dans l'éducation nationale. Il y a des enseignants qui se font insulter toute la journée, qui se font quasiment taper dessus. Parfois, ça arrive aussi. Et finalement, on se rend compte que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien parce que l'État ne soutient plus notamment ses agents du service public. Aller à l'hôpital, aller voir un petit peu aux urgences comment le personnel travaille, ça, c'est complètement effarant. Moi, j'ai un ami qui est interne en médecine, il s'est fait mordre 3 fois. 3 fois, c'est-à-dire en 4 mois. Et il n'y a absolument rien. On lui dit de prendre sur lui, que c'est une mauvaise passe à passer, que ça fait partie du métier. Non, il ne porte pas plainte parce qu'il a envie que tout se passe bien. Il a envie de devenir médecin. Et puis voilà, on est aussi dans un non-dit, on est aussi dans une forme de renoncement parce qu'on n'est pas soutenu par l'autorité qui est au-dessus. Sur le nombre de policiers, c'est pas non plus... si, ça a un réel impact. Il y a plus de policiers à Paris en proportion 2 fois plus qu'en Seine-Saint-Denis pour une délinquance 2 fois plus grande en Seine-Saint-Denis. Et pire que les policiers, le nombre de policiers. Ce qui manque, notamment en Seine-Saint-Denis que je connais bien ou dans d'autres territoires, c'est le nombre d'OPJ. D'officiers de police judiciaire. Et ce sont les seuls qui sont capables de l'ouvrir une procédure. Comme ils ne sont pas assez nombreux dans les commissariats et qu'ils ils sont encore sous-dotés, bien plus sous-dotés qu'à Paris, les procédures ne peuvent pas être ouvertes judiciaires. Et donc, il n'y a pas effectivement de suivi. Donc tout ça, c'est un système global et on ne peut pas opposer les uns aux autres simplement. Il faut regarder dans la globalité et redonner de l'égalité territoriale avec nos fonctionnaires. Il faut mettre des fonctionnaires les plus expérimentés dans les territoires les plus compliqués, en les incitant à y aller. C'est aussi financier. Mais il y a aussi, Michel, il y a aussi un point important. Vous avez utilisé tout à l'heure d'une très belle manière une figure rhétorique en disant que Minority Report n'était pas encore en place. Moi, je vais faire le même exercice, parce qu'en plus, c'est mon métier, de vous dire Minority Report, ça existe en France, Michel. Ça s'appelle l'éducation. C'est-à-dire que vos enfants, les enfants de Kevin, de Valérie et les miens, quand un policier leur demande un truc ou quand le prof les interpelle, ils ne les insultent pas. Minority Report, c'est le fondement du vivre ensemble. C'est le fait qu'on respecte quelqu'un d'autre et vous voyez, on se respecte dans le dialogos, dans le dialogue. Ça existe en France et que dans certains endroits, eh bien ça n'existe plus. Oui, non, mais et je vais vous dire quelque chose. Moi, je me suis fait insulter à la télé et je ne vais pas citer son nom. Par rapport aux images qui nous étaient diffusées de quelqu'un qui était livreur et qui est mort dans une interpellation de police d'une manière tout à fait... Et à un moment, j'ai dit, mais vous avez vu les images, est-ce qu'à un moment, pour une interpellation où les flics vous disent, vous vous arrêtez, vous avez fait une infraction, vous êtes obligé, et encore une fois, je ne disais pas que cette personne devait mourir, mais je disais, est-ce que c'est normal qu'il la ramène autant pendant 20 minutes ? Il fut un temps où ça ne se faisait pas. Il fut un temps où on a fait notre service militaire, ça se faisait encore moins. Il fut un temps où quand le prof d'histoire nous disait de la fermer, on la fermait. C'était pas mieux avant. Mais ce Minority Report, c'est le fondement du vivre ensemble, c'est de respecter l'autorité républicaine en face, tout simplement. Si vous prenez les États-Unis ou même l'Espagne, je peux vous dire que les contrôles qui sont faits en Espagne, vous avez la Guardia Civile qui est masquée avec des flingues, vous n'avez pas envie de rigoler avec eux. Au Canada, dont a parlé Michel, quand vous faites une infraction de la route, si vous la ramenez, vous êtes en tôle, mais direct. Elles sont filmées. Et toutes les interventions sont filmées. C'est très important. Ils voudraient bien, les policiers, que ce soit filmé, sauf qu'on leur a foutu des caméras de merde, et que ça marche pas. Donc, mais ça, c'est aussi un début de la solution. Oui, mais commençons par les équiper correctement. On est bien d'accord. Emmanuel Macron sera ce soir à la télévision, 19h55, et à la radio, sur Sud Radio, pour s'adresser aux Français à travers donc une interview. Il sera interviewé par Anne-Sophie Lapix et Gilles Boulot, absolument. Et ça portera essentiellement sur la situation sanitaire et économique du pays. Je vois passer quelques tweets qui disent que à Matignon en ce moment il y a une réunion et que qu'il y a 4 poids lourds du gouvernement qui sont contre ce couvre-feu qu'on évoque. Alors, est-ce que c'est un ballon d'essai ? Est-ce que ce couvre-feu est possible et envisageable ? Je vous propose d'écouter d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Christophe Lagarde, l'ancien maire de Drancy. Le couvre-feu, ça veut dire quoi ? Tout le monde chez soi à 20h. Pourquoi pas ? Mais qui va le faire respecter ? Nous n'avons pas les forces de police pour le faire respecter. J'habite une ville que j'ai dirigée pendant 17 ans, la ville de Drancy, 70 000 habitants. Ce soir, à l'heure où je vous parle, il y a une voiture de police avec 3 personnes dedans pour 70 000 habitants. On peut annoncer un couvre-feu, mais il n'aura jamais lieu. Personne ne le contrôlera jamais. Si le président de la République ne le décide pas, tant mieux. Mais s'il le décide, c'est du vent, c'est du pipeau, c'est du bidon.
Voilà, donc couvre-feu peut-être, mais qui va le faire appliquer? Quand on voit la défiance qu'il y a déjà dans les salles de sport, où aujourd'hui avec un certificat médical, les salles de sport ont décidé de rouvrir en disant venez avec vos certificats médicaux, on va faire court, ou dans les restaurants, je voyais un tweet ce matin de quelqu'un qui montrait le cahier, vous savez où vous êtes censé mettre votre nom et où on a Gilles et Jaune, on a Batman, on a Barack des choses Obama, comme ça. Il y en a plein aussi, Barack on m'a dit, Obama, moi, donc Jackie Kennedy. Voilà, donc comment on comprend cette intervention ce soir, et est-ce que le président de la République est obligé d'annoncer quelque chose d'aussi strict qu'un couvre-feu? Moi, je ne sais pas ce qu'il faut annoncer pour bloquer la circulation de ce virus, mais il faut qu'on avance. D'autres pays ont choisi le couvre-feu. On n'est pas les premiers là-dessus. Donc, moi, je ne suis pas sûr de l'efficacité du couvre-feu. On voit bien l'idée du couvre-feu. L'idée du couvre-feu, c'est surtout de dire, c'est pas simplement à l'extérieur que ça se passe, mais chez vous. Vous n'invitez pas vos amis à dîner s'ils doivent partir avant 20h. On les invite pas à dîner à 18h. Donc, on voit bien l'objectif là-dessus. Non, mais c'est là-dessus qu'on veut taper. Mais... Après, sur qui va le contrôler, moi, je suis un peu moins pessimiste que le maire de Drancy, mais pour d'autres raisons. C'est lui qui l'a dit. Dans le sens où effectivement, si les forces de l'ordre, du coup, n'ont pas d'autre mission à faire que de faire respecter le couvre-feu à ce moment-là, eh ben, forcément, elles seront libérées de pas mal de choses et pourront peut-être, en tout cas, ça sera jamais un couvre-feu à 100%, on le sait bien, on est dans un pays comme ça, mais peut-être que c'est la solution. La seule chose qui a été acceptée, en fait, par les Français, réellement, avec douleur parfois, ça a été le confinement. Le confinement, finalement, il a fini par être accepté. On y est resté 2 mois. C'était extrêmement long. On aurait discuté la veille ou une semaine avant du confinement. On aurait dit les Français n'accepteront jamais ce genre de mesures. Et ils l'ont fait de manière, moi je trouve, exemplaire d'une certaine façon. Parce que il y a eu des petites dérives, mais ça a été exemplaire. Je trouve que les Français sont un peuple extrêmement responsable. Donc on va voir ce soir ce qui va se passer. Je pense qu'ils sont, en tout cas, dans une grande... Enfin, ils savent pas quoi faire, quoi, en gros, ce gouvernement. Mais parce que leur communication a été catastrophique depuis le début, cacophonique, que les contradictions étaient incroyables entre un ministre et l'autre. Quand on dit aujourd'hui, on va faire un couvre-feu potentiel, mais réservé pour vos vacances de la Toussaint, excusez-moi, dans l'esprit d'un être normalement constitué, ça crée un peu de confusion. Injonction paradoxale. Voilà. Oui, c'est ça. Mais alors, cette allocution de ce soir, en même temps. Jackie Isabello. 6e prise de parole. Dès le début, tous les gens qui font de la communication, de faire de la promotion, on a dit attention, il faut respecter les principes de l'OMS, et l'OMS, dans tous les guides qu'il diffuse au gouvernement dans le cadre de grandes pandémies, il dit la gestion de l'incertitude. Et donc, il faut savoir communiquer sur l'incertitude, et donc on ne part pas en guerre le 16 mars en disant aux Français qu'on va sortir les chars pour tuer un ennemi imaginaire contre lequel on est en train de perdre cette guerre. Le rapport de M. Pitet, qui a été remis hier de ce médecin, dit exactement la même chose. Il faut que le gouvernement revoie sa communication. Donc le gouvernement qui ne gère pas sa communication et qui passe d'atermoiement à palinodie, c'est-à-dire qui change toujours d'avis, il veut prendre la parole pour rassurer les gens. Mais les gens ne sont pas sots. Ils sont de moins en moins rassurés, et je ne pense pas que ce soit une prise de parole du président de la République, même s'il nous impose ce couvre-feu et ça a l'air de s'installer, qui verra dans les sondages les Français dire le gouvernement sait comment il faut faire. Le seul dont il respecte les positions, c'est quelqu'un qui vous a toujours dit attention, on ne sait pas, attention, il y a beaucoup d'incertitudes. Il s'appelait Édouard Philippe, il était Premier ministre, il est resté très prudent parce qu'il n'était pas en guerre, on n'est pas en guerre contre un virus. Alors, est-ce que la 6e prise de parole changera les choses ? Moi, je pense que, comme le disait Raymond Queneau, c'est tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. Bon, on se retrouve dans un tout petit instant, 0826 300 300. On aura Pierre en ligne avec nous dans un instant. Vous pouvez évidemment réagir et nous dire ce que vous pensez d'un éventuel couvre-feu. À tout de suite. Avec vous jusqu'à midi, vous retrouverez ensuite André Berkoff. Je vous rappelle que vous pourrez suivre sur Sud Radio ce soir à 19h55 l'intervention du président de la République, suivi du débat des vraies voix. Et puis, je vous donne ce rendez-vous également avec Muriel Hermine qui recevra le docteur Patrice Huer pour parler de harcèlement à l'école, émission spéciale également. Emmanuel Macron à la télévision ce soir, Thomas Porte, couvre-feu, pas couvre-feu, tour de vis, pas tour de vis. On fait comme tout le monde, on lit entre les lignes de ce qui se dit. On sent qu'il va y avoir, en tout cas des mesures qui vont être annoncées.
Oui, puisque d'après les éléments de langage, il voudrait créer un électrochoc pour dire attention, il faut arrêter, sinon on va vers le drame. Mais je crois que le couvre-feu, ça a été testé ailleurs, Michel l'a dit, avec des effets plus ou moins efficaces, puisqu'on se rend compte que les lieux de sociabilité ne sont pas forcément les premiers endroits où le virus circule. On peut parler de l'école, des entreprises publiques ou privées, où c'est plus de 27% selon les chiffres. Donc voilà, il y a des mesures qui devraient être prises. Moi, j'ai souvent alerté sur la question des transports publics aujourd'hui en Ile-de-France, où on voit des gens qui s'entassent dans ces lignes de métro. Quand est-ce qu'on va avoir un plan de transport adapté sérieux pour permettre aux gens d'embaucher à des heures différentes et ne pas les entasser dans des lieux de transport? Là, on n'a pas de réponse. Djebbari fait de la com. Dans l'éducation, Blanquer, sa priorité, c'est être candidat aux élections régionales, alors que la priorité, c'est quand même la gestion de la crise. Donc Macron, il est attendu sur une cohérence et une vision. Et aujourd'hui, on est plutôt sur le bricolage, sur le court-termisme. Et les Français ne sont pas rassurés, ils seront à mon avis mais est-ce qu'on est pire que les autres quand on voit ce qui se fait, où il y a des pays où ils ont reconfiné, on pense à l'Espagne, au Québec aussi où on n'a pas le droit de se réunir à plus, Israël qui est confiné. Alors attendez, Kevin. Oui, moi j'aimerais, alors évidemment que le gouvernement ne fait que de la communication parce qu'il n'a pas le choix. Il y a une gestion calamiteuse de cette crise depuis le début, au niveau des tests, au niveau des masques, etc., etc. Évidemment que ça continue et Emmanuel Macron essaye d'occuper le terrain médiatico-politique pour ne pas perdre la main parce qu'il sent aussi que cette question va être au cœur de la campagne présidentielle. Mais moi, j'aimerais aussi parler de l'économie, parce qu'on nous parle toujours des conséquences sanitaires, mais il faut aussi parler des conséquences économiques et des conséquences sociales. On est en train de tuer, notamment nos restaurateurs, on est en train de tuer nos hôteliers, on est en train de tuer nos barman, et pour moi, c'est aussi grave que les gens qui se retrouvent en réanimation, parce que c'est des gens qui ont investi dans leur entreprise pendant des années, qui ont mis tout leur cœur, qui ont mis tout leur trip, et qui se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de fermer, et ils vont se retrouver avec des conséquences sociales complètement calamiteuses. Et puis derrière toutes ces aides que l'on verse, notamment à ces restaurateurs, etc., c'est le fruit de nos impôts, c'est-à-dire que la dette s'accroît de plus en plus, et c'est les générations qui viennent qui vont encore devoir payer cette dette. Sauf qu'on fait quoi, Kevin? On sort sans masque et on se dit... Non, c'est parce que je pense qu'il faut des mesures claires. Je veux dire, par exemple, le port du masque, ça doit être une obligation. Quelqu'un qui ne porte pas son masque dans le métro, comme je peux le voir parfois le matin quand je prends le métro, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Ça doit être sévèrement sanctionné. Je veux dire, quelqu'un qui ne respecte pas la distance, qui crache sur les autres, etc., en parlant fort, ce n'est pas normal. Et puis même chez les restaurateurs, alors là, pour le coup, il y a certains restaurateurs qui n'ont pas écarté les tables, et il y a des gens qui se retrouvaient notamment sur des terrasses les uns sur les autres, où ils se crachaient dessus. Pourquoi on n'a pas fermé ces établissements-là pour épargner ceux qui ont joué le jeu? Il y a une forme d'inégalité et d'injustice là-dedans. Est-ce que vous pensez que si ce soir le président de la République annonce un couvre-feu, encore une fois, ce ne sera pas un couvre-feu pour toute la France, mais dans les zones où le virus circule particulièrement, il le fait de gaieté de cœur, ou il le fait sans penser aux conséquences? C'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, on va privilégier la santé. J'écoutais un épidémiologiste qui disait que le problème en France, c'est qu'on a l'impression de prendre des mesures 15 jours trop tard. C'est-à-dire que là, si on confine aujourd'hui, ou si on fait un couvre-feu, ça ne change rien à la situation qui arrive dans 3 semaines. Or, tout le système hospitalier nous dit, dans 3 semaines, attention, pour nous, c'est la catastrophe, on y arrive, c'est quasi inéluctable. Donc ça veut dire qu'on a déjà du retard là-dessus. Mais moi, ce qui est impardonnable dans ce gouvernement, c'est que ça fait 6 mois, plus de 6 mois maintenant qu'on est dans cette crise-là, et qu'on n'a pas changé d'un iota notre politique de santé, qu'on a continué à fermer des lits, que nous avons 2 fois moins de lits de réanimation qu'en Allemagne, que les diplômes européens de soignants sont des diplômes européens, donc on peut créer des coopérations internationales pour mettre des soignants là où on en a besoin pour maintenir le nombre de lits. Tout ça n'a rien été fait. On n'est pas revenu sur la construction, on n'a pas réfléchi à la construction de notre système de sécurité sociale, à ce qu'on appelle le soin à l'acte. On n'a rien fait de fondamental sur le fond des choses. On n'est pas en train de prévoir la crise sociale qui arrive derrière. On est en train de verser un peu d'argent à ceux qui peuvent. Les patrons de boîtes de nuit attendent toujours, par exemple. Et c'est une profession qui est... Oui, mais vous êtes en contradiction, comme tout le monde, d'ailleurs, sur à la fois l'économie, à la fois la santé, et il y a un moment, la balance, elle est difficile à trouver. C'est qu'aujourd'hui, en tout cas, si on ne repense pas notre façon de voir, de construire cette société, de construire notre système de santé, etc., en prenant les 2 pas, si on ne fait pas une réflexion globale en profondeur, alors on va continuer à naviguer comme on fait à vue. Et
c'est quand même dramatique parce que ça peut durer encore un an. Des choses. Il y a la perception, parce qu'il y a la situation, par exemple, regardez, en Suède, les choses sont pas mieux que chez nous, mais le gouvernement est suivi par la population. Et la perception de ce que font nos dirigeants est très mauvaise. Je rebondis sur ce que disait Michel. Lorsque le conseil scientifique dit « attention, d'ici 15 jours, il va falloir prendre des mesures drastiques », finalement, c'est ce qui est fait. Emmanuel Macron les rabroue et leur dit « occupez-vous du scientifique, vous ne faites pas de la politique ». Un peu comme il a fait avec la Convention citoyenne en disant « je vais reprendre toutes vos mesures » et à la fin, il fait que ce qu'il veut. Vous voyez. Et donc, dans la population, si la situation française est pas mieux que celle de la Suède, eh bien les gouvernants sont très très mal ressentis par la population parce qu'on a l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent et qu'ils sont guidés par le sens du vent parfois. Et ça, c'est pas bon pour quand on est un homme politique, parce que quand même, quand on est un homme politique, on doit penser à sa réélection et on doit penser aux échéances électorales. On a Pierre en ligne de Toulouse. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Je voudrais dire à vos invités qu'on ne change pas le comportement d'une administration en 3 mois. Et donc, en effet, c'est facile de vouloir faire les choses comme ça rapidement, mais c'est impossible. Moi, je crois surtout que le chef d'orchestre des libertés de notre pays va donner le là ce soir. Il va pressuriser une fois de plus psychologiquement les Français. Mais moi, je me souviens être intervenu à votre antenne il y a à peu près 4 mois en expliquant que nous avions 3 mois pour nous préparer à la deuxième vague. C'est-à-dire que pour ceux qui habitaient en appartement et qui ne se supportaient plus, il fallait qu'ils prennent une maison. Il fallait que pour toutes les personnes âgées qui avaient une résidence secondaire et qu'elles aillent vivre dans une résidence secondaire. Ensuite, j'ai précisé aussi que lorsqu'on voit qu'on n'arrive pas à déterminer si, lorsque vous avez à la fois la grippe et le Covid, ce qui sont 2 choses bien sûr très distinctes, mais à la fois aussi difficiles à distinguer, il fallait absolument que les personnes de plus de 65 ans soient vaccinées contre la grippe. Ça, ce sont des choses concrètes qui peuvent se mettre en place immédiatement sans avoir besoin de palabrer pendant des jours et des jours. Et ensuite, moi je crois que tant que les gens, bien sûr, vous parlez des masques, moi je ne crois pas que, bien sûr, on ne peut pas imposer à tous les Français de porter un masque. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. On est encore dans une société de liberté. Et moi je défends cette liberté. Après, si les gens veulent crever, c'est leur problème. Maintenant, bien sûr, s'ils veulent contaminer les autres, ça c'est un autre souci. Mais je crois que quand même, lorsque un gendarme ou un policier prend une personne qui n'est pas justement masquée, il prend son nom et son prénom, et lorsque cette personne arrive à l'hôpital, il ne sera pas prioritaire, ni plus ni moins. Et c'est assez simple de l'expliquer, plutôt que de mettre des amendes à 138 € qui n'ont aucun effet. Non, ça c'est sûr. Merci Pierre de votre intervention. Je ne sais pas qui voulait réagir. Moi je pense qu'on ne fait pas aussi confiance aux élus locaux, parce qu'on prend des décisions comme ça au niveau national. On sait très bien que le couvre-feu sera sans doute respecté dans les beaux quartiers parisiens, mais ne sera pas respecté en Seine-Saint-Denis, parce que c'est impossible de le respecter. Et moi, ce qui me choque, c'est pour se faire tester. Moi, j'ai des amis qui ont chopé ce coronavirus, et pour se faire tester, ils ont mis 3-4 jours, et parfois 2-3 jours supplémentaires pour avoir les résultats. Ce qui ne sert à rien, du coup. Ce qui ne sert strictement à rien. Donc, comment la 6e puissance du monde peut encore ne pas réussir à tester la population à un temps record? Je pense qu'il y a un manque de volonté politique, il y a aussi une incompétence qui est crasse. Thomas Porte. Ouais, je crois que ce qu'a dit votre auditeur, si c'était aussi simple de partir d'un appartement pour acquérir une maison, beaucoup l'auraient fait. Mais voilà, c'est ce qu'a dit Michel. Je crois que c'est aussi, ça révèle le fiasco des masques, le fiasco des tests et l'échec de la politique de santé de ce gouvernement. Le logiciel est toujours le même. On a quand même fermé 4000 lits à la PHP parisienne cet été. On continue à en fermer en Seine-Saint-Denis à l'hôpital de Bondy. La Cour des comptes régionale en Occitanie préconise de fermer des lits à Toulouse. Ça paraît totalement surréaliste, alors que tous les soignants disent on a besoin de moyens, et on a un gouvernement qui continue à détruire notre hôpital public. Et le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale va amputer l'hôpital public d'entre 800 et 900 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, et c'est aussi pour ça l'incompréhension que les Français peuvent avoir, puisque les soignants, dans leur très large majorité mobilisés depuis des années, disent il nous faut plus, écoutez-nous, on ne tiendra pas. Ils ont dit c'est grave avant la première vague. Et on est encore moins préparé pour affronter la deuxième que ce que l'on était à la première. Donc ça pose quand même des interrogations. Et les soignants le disaient avant même la vague du Covid. Ils étaient dans la rue pour demander des moyens en disant l'hôpital public va craquer. Donc vous imaginez dans quelle situation on est aujourd'hui. Merci à tous les 4. Dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée. À demain.